C'est à l'époque de Jahangir que sont découvertes de nombreuses mines dans le Décan, notamment la mine de Kollur. Et le sultan Qutb Shahi de Golconde fait parvenir à l'empereur moghol Jahangir un diamant exceptionnel parce qu'il y a des inclusions dans ce diamant qui écrivent le mot Allah. L'empereur moghol offre ce diamant à Shah Abbas dans la Perse safavide, en symbole d'amitié. Et les diamants de Golconde vont devenir de plus en plus recherchés tout au long du XVIIe siècle. Et je pense que les personnes qui en porteront le plus tard, ce seront les Maharajas qui souhaiteront imiter justement les bijoux des Moghols. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'ai avec moi une femme brillante, Capucine Jancker. Elle est l'auteure du livre sur les diamants de Golconde, mais avant, vous la connaissez certainement par sa newsletter Lady of Property. Bonjour Capucine. Bonjour Anne. Alors, Capucine, la première question que je pose à tout le monde, quel est ton plus joli souvenir de bijoux ? Mon plus joli souvenir de bijoux, c'est un souvenir d'enfance, évidemment, et c'était le médaillon que ma grand-mère portait autour du cou. C'était un médaillon sans grande valeur, mais qui avait un charme fou et qui était bleu clair. Et quand on l'ouvrait, il y avait la photo de mariage de mes grands-parents à l'intérieur, qui datait d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et ma grand-mère m'a légué ce pendentif. Et malheureusement, il y a quelques années, la photo est tombée. Il s'est ouvert et j'ai perdu la petite photo. Et c'est une photo qu'on n'a pas dans nos archives familiales. Donc, je suis extrêmement triste. Mais j'ai toujours ce pendentif que je mets généralement quand il y a une épreuve, un examen ou une difficulté quelconque. C'est mon gris-gris. Quelle belle histoire. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu viens de sortir donc un livre sur les diamants de Golconde. Alors déjà, comment tu as choisi ce sujet ? Ça fait assez longtemps que je travaillais sur les diamants de Golconde, mais par intermittence, par bribes. J'ai travaillé sur les diamants de la couronne de France, j'ai travaillé sur les bijoux moghols, sur les records de vente aux enchères. Et en fait, le fil rouge de tous ces sujets, c'était vraiment les diamants de Golconde qui revenaient sans cesse. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Hyderabad en 2017, d'écrire un petit article sur ce sujet qui a été suivi d'une conférence avec des membres du laboratoire français de gémologie. Et l'idée est restée. Et il y a quelques années, Skira m'a contactée en 2022. J'étais à Londres à l'époque. Et Skira m'a proposé que nous fassions un livre ensemble. Et j'ai soumis 3 sujets, en insistant évidemment sur les diamants de Golconde que je rêvais de réaliser. Et à Londres, j'avais absolument toute la matière pour mes recherches, puisque les archives de l'East India Company se trouvent essentiellement à Londres aujourd'hui. Ce projet, ça t'a mis combien de temps ? Je pense que la plus longue partie, en fait, a été la recherche iconographique. J'ai travaillé sur l'iconographie pendant près d'1 an, parce qu'en fait, je voulais illustrer le livre d'images que j'avais vues. Donc, en fait, il y a beaucoup de visuels qu'on trouve aux États-Unis, en Allemagne. J'ai pas été en Allemagne, par exemple, donc je les ai pas eus. Je devais aller en Iran, justement, et j'ai pas, à la dernière minute, le voyage n'a pas pu se faire, alors que j'avais un soutien de l'ambassade d'Iran à l'époque. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à la Chester Beatty Library à Dublin. C'était un rêve. J'ai passé beaucoup de temps au V&A, où Suzanne Strong m'a autorisée à consulter vraiment toutes les miniatures moghols et décaniques que je souhaitais. J'ai passé du temps au Ashmolean Museum, à la BNF à Paris, au Louvre, dans plusieurs lieux, en fait. Et l'écriture a été plus rapide. J'ai énormément lu pendant toute cette recherche visuelle. Et l'écriture a été faite en à peine 6 mois. Et la recherche visuelle, ça a duré plus longtemps ? Oui.
Donc, Oui, un an de plus, on oui, rajoute. oui, C'est oui. ça? Au global, ça a mis 2 ans, sachant que c'était un délai relativement restreint, mais le format du livre est court. J'avais un nombre de caractères à respecter, un nombre de visuels aussi à respecter, 125. Donc évidemment, on est toujours tenté d'en raconter plus, de fournir bien plus d'images, ce que j'ai fait. Et ensuite, la maison d'édition a choisi ce qui lui convenait le mieux, selon la qualité, les possibilités. On n'a pas pu avoir des images actuellement de Moscou, évidemment. Il y a des diamants superbes à Moscou. Voilà, l'Iran, pareil. Le seul visuel de mon livre qui est vraiment pas joli, mais j'y tenais beaucoup, c'est un diamant qui figure au trésor de Topkapi, qui s'appelle le Spoutnik. Et voilà, on a choisi en fonction des qualités, des coûts, des possibilités, selon les relations internationales. Les diamants de Golconde, de toute façon, rien que le nom, ça fait rêver. Oui. Quel est le plus ancien que tu nous aies trouvé? Je pense que le plus ancien diamant qui figure dans mon livre, c'est un diamant qui se trouve en Russie, justement, c'est l'Akbar Shah. C'est un diamant dont on peut suivre les différents propriétaires, évidemment des noms de sultans et d'empereurs moghols. Et c'est un très beau diamant, un diamant rectangulaire et qui est gravé des noms de ses propriétaires. Et c'est vraiment une pièce superbe et qui est arrivée à la cour moghole du temps d'Akbar, donc à la toute fin du XVIe siècle. En France, à Genève, le diamant le plus ancien que j'ai vu, c'était le Beau-Sancy, parce qu'il a conservé sa taille ancienne. C'était vraiment une pierre superbe, la pierre de sacre de Marie de Médicis. Marie de Médicis, c'est bien la femme d'Henri IV. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Henri IV se faisait assassiner le lendemain de cet ultime sacre d'une reine en France. Avec ce fameux diamant de Golconde, qui est donc le Exactement, le Beau-Sancy. Marie de Médicis a été une grande collectionneuse de diamants. Dans son inventaire, on voit un nombre de pierres incalculable. Elle aurait rêvé d'avoir le Sancy, qui à l'époque était parti en Angleterre. Et c'est Mazarin qui le récupéra. Et elle s'est contentée du Beau-Sancy. Mais néanmoins, il a figuré vraiment à l'honneur lors de ce couronnement, lors de ce sacre. Et elle l'a ensuite emmené en exil. Et à partir de là, elle a dû s'en défaire puisqu'elle avait des problèmes financiers. Et ce diamant est resté pendant 4 siècles dans des monarchies européennes, ce qui est extrêmement rare. Sa taille n'avait jamais été retouchée jusqu'à sa présentation en 2012 et je ne crois pas qu'elle l'ait été depuis. Il contrecarre certaines idées qu'on a sur Golconde, ce diamant, parce qu'en fait, on imagine toujours des Golcondes comme les diamants les plus purs, de la meilleure couleur, des types 2A. Le Beau-Sancy est un diamant de type 2A, mais il est de couleur K, avec des impuretés. Donc c'est un magnifique Golconde au sens historique, mais d'un point de vue gémologique, il n'a pas les caractéristiques physiques et chimiques qu'on peut attendre des fameux types 2A généralement. Et donc justement, est-ce que ce diamant de Golconde mythique, c'est un rêve? Oui, et donc tout le monde imagine, comme tu viens de le dire, que c'est les plus beaux du monde. En fait, peut-être qu'à l'époque, pas du tout, parce que déjà, on ne savait pas les analyser. Exactement. Le fait de différencier les diamants, de les classer entre type 1 et type 2, date d'il y a à peine un siècle. Et c'est à partir de là qu'on a réalisé que les diamants de type 2 étaient des diamants d'une très grande pureté chimique qui leur donnent des qualités optiques vraiment excellentes. Ce sont des très très beaux diamants. Mais ce sont les diamants parmi les plus rares. Pendant 2000 ans, on a trouvé des diamants en Inde, essentiellement. Il y a eu quelques gisements à Bornéo, qui ont surtout été extraits à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, par la Compagnie hollandaise des Indes. Mais les diamants de Golconde ont cette image d'avoir été les premiers diamants qu'on a eus depuis l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, qui ont une aura légendaire qui les entoure. Les plus beaux diamants qu'on connaît sont baptisés d'un prénom, sont des diamants extrêmement beaux, extrêmement rares. Mais la vérité, c'est que tous les Golcondes ne sont pas superbes, tous les Golcondes ne sont pas des types 2A, parce que dans un gisement, on trouve aussi bien des types 1 que des types 2, des très beaux diamants et des diamants moches. Il y a tout type de qualité. Et par exemple, des diamants de Golconde qui sont pas très beaux, mais qui sont des vrais Golcondes, on les retrouve sur des objets d'art qui ont été fabriqués dans les cours moghols ou du Décan, des aspersoirs, des plumiers, des vases, des poignées d'armes qui sont sertis de petits diamants plats, et qui sont des diamants indiens, des diamants de la région de Golconde, et qui ornaient en fait tous les objets d'apparat. Justement, tu viens de prononcer un mot que je ne connais pas. Tu as dit un aspersoir? Oui. Non, c'est quoi? C'est un flacon pour s'asperger d'eau de rose. Une sorte de vaporisateur. Et quand tu vas en Inde, encore aujourd'hui, j'y étais il y a quelques jours, quand tu rentres dans un endroit particulièrement joli, un très bel hôtel, un ancien palais, tu asperges toujours d'eau de rose en signe de bienvenue. Et donc, déjà à l'époque, il y avait des objets qui servaient à ça et ils étaient couverts de diamants. Oui, ils étaient ornés de diamants, d'émeraudes, de rubis ou de spinels, parfois de perles fines, et étaient toujours en or jaune massif. Donc, un véritable art de vivre. Un art de vivre. Les objets que je suis en train de décrire, c'était principalement les objets d'apparat des sultans du Décan ou des souverains moghols, des empereurs moghols, qui étaient musulmans,
Dans le Décan, ils étaient chiites, les Moghols étaient sunnites, mais ce qui est amusant, c'est cette fusion qui a eu cette forme de syncrétisme avec la culture hindoue, parce que ces pierres étaient serties à la manière du Kondan, à la feuille d'or pure, et donc il y a eu vraiment une sorte de très grande mixité entre les différentes cultures dans l'Inde du XVIIe. Reprenons nos diamants de Golconde. Tu viens de nous en parler de 2. Raconte-nous encore d'autres histoires. Donc en fait, dans mon livre, tu verras, il y a la première partie, c'est un essai historique qui est consacré aux diamants en Inde et à l'image que les diamants de Golconde avaient en Inde depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Dans l'Antiquité, on est avec les hindous qui vénéraient les diamants. Les diamants étaient associés à la caste supérieure des brahmanes. Ils étaient associés aux rois, aux dieux. Et donc, les diamants avaient des vertus extrêmement importantes. Ils étaient empreints de spiritualité, ils étaient protecteurs, mais ils pouvaient aussi être dangereux. Un diamant mal taillé pouvait être d'un grand danger pour celui qui le portait. Notamment, il était maléfique. Il était maléfique et, par exemple, les femmes enceintes ne devaient pas porter certains types de diamants. Elles risquaient d'avorter si elles avaient un diamant qui n'était pas de la forme requise. Et ensuite, cette conception a vraiment évolué. Les sultans du Décan sont arrivés à peu près en même temps que les Moghols au pouvoir. Donc on est au début du XVIe siècle. Les sultans du Décan vont évidemment vouloir, en tant que roi, posséder les plus beaux diamants et en posséder un maximum pour leur parure et pour leur trésor. Les Moghols, eux, vont attacher une symbolique encore plus forte, encore plus liée au pouvoir avec les diamants, parce que leur but sera de conquérir l'Inde du Sud, où se trouvait la région de Golconde. On est dans le Décan, dans le centre de l'Inde, et les Moghols, en fait, vont vraiment porter les diamants au pinacle, parce que initialement, ce n'était vraiment pas leur culture. Ce qu'ils aimaient, eux, c'était les pierres rouges, les spinels du Badakhshan. C'était vraiment des pierres héritées de leur culture timouride, de Tamerlan, qui était vraiment leur ancêtre. Et donc, ils aimaient principalement les pierres rouges, qui étaient des pierres dynastiques, des pierres vraiment majeures pour eux. Ils aimaient les perles, évidemment, les perles fines du Golfe et de Bahreïn. Ils aimaient les émeraudes, qui venaient juste d'arriver d'Amérique du Sud et qui étaient importées par les Portugais. Et c'est en se frottant à la culture hindoue qu'ils se sont mis à apprécier les diamants. Ils ne les ont pas appréciés tout de suite quand le premier empereur hérite d'un très beau diamant que certains supposent être le Koh-i-Noor. Mais sinon, dans les mémoires de Babur, il n'y a pas du tout de mention de diamant. Humayun, son fils qui part en exil, offre un très beau diamant au Shah d'Iran pour le remercier de son accueil. Peut-être est-ce ce fameux Koh-i-Noor qu'il offre au Shah d'Iran, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il remet des spinels et un grand diamant, mais il n'a pas de trésor. Et à partir d'Akbar, donc à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, le trésor moghol commence à être riche de diverses pierres et de diamants. Mais quand on arrive sous le règne suivant de Jahangir, ses mémoires sont extrêmement précises et chaque diamant qu'il reçoit est référencé. Donc c'est très étonnant, il dit « j'ai reçu 1 diamant, j'ai offert 2 diamants ». Et on les compte vraiment au compte-gouttes dans l'ouvrage. C'est à l'époque de Jahangir que sont découvertes de nombreuses mines dans le Décan, notamment la mine de Kollur. Et le sultan Qutb Shahi de Golconde fait parvenir à l'empereur moghol Jahangir un diamant exceptionnel parce qu'il y a des inclusions dans ce diamant qui écrivent le mot Allah. L'empereur moghol offre ce diamant à Shah Abbas dans la Perse safavide pour lui montrer le pouvoir qu'ils ont, les pierres qu'ils ont. Et voilà, en symbole d'amitié, il lui offre ce très beau diamant. Et en échange, le Shah lui envoie un rubis gravé d'origine timuride. Enfin, il y a vraiment tout un échange entre les différentes cours. Et les diamants de Golconde vont devenir de plus en plus recherchés tout au long du XVIIe siècle. Et je pense que les personnes qui en porteront le plus, ça sera plus tard, ce seront les Maharajas qui souhaiteront imiter justement les bijoux des Moghols. Tu me disais, les femmes enceintes, par exemple, ne doivent pas porter telle ou telle taille ou qualité de diamant. Je suppose qu'on pense du coup que ce diamant, il a des pouvoirs. Exactement, on pense qu'il a des pouvoirs protecteurs notamment. Ils peuvent aussi donc être maléfiques, mais l'idée c'est de porter un bon diamant, disent les traités lapidaires hindous, donnera à celui qui le porte tout pouvoir. Richesse, pouvoir, bonne santé. Et donc en fait, les lapidaires hindous étaient écrits à l'usage des marchands, mais aussi à l'usage des rois, pour les former à la bonne connaissance des gemmes. Et Jahangir et Shah Jahan en particulier sont 2 empereurs moghols qui connaissaient extrêmement bien les diamants. Shah Jahan, sa réputation, c'était d'être un grand bâtisseur. Jahangir, avoir très nombreux peintres à sa cour. Mais leur point commun à tous les deux, c'est cette connaissance experte qu'ils avaient des pierres. Et bien avant la classification des 4 C, on peut dire qu'eux la possédaient à l'œil nu par empirisme.
Voilà, et donc ce pouvoir des diamants va continuer en fait des Moghols jusqu'au Maharaja. Il y a un Maharaja qui est assez important dans l'histoire de la joaillerie, qui vivait au XXe siècle, c'est le Maharaja Nawanagar, qui travaillait beaucoup avec Cartier et il apportait lui-même certaines de ses pierres et il avait un regard incroyable, lui-même était encore expert à choisir les plus belles gemmes du trésor. Et ce qui est amusant, c'est que cette forme de pouvoir que les diamants représentent s'est reportée telle quelle en Europe. Les rois, très tôt, ont voulu posséder des diamants, sachant que nous n'en avions absolument aucun gisement en Europe. Et ils ont voulu posséder des diamants parce que c'était symbole de pouvoir. Donc on a vraiment un transfert en fait de cette image, de ce que représente le diamant, qui est vraiment l'emblème du pouvoir par excellence, la gemme d'apparat. Et est-ce que tu crois que c'est à travers ces voyages que se transmet non seulement le diamant, mais la pensée du pouvoir du diamant? Oui, je pense qu'elle s'est même transmise plus tôt, elle s'est transmise dès l'Antiquité, parce que les quelques rares diamants qui ont commencé à affluer dans l'Empire romain après les conquêtes d'Alexandre étaient déjà réservés à l'aristocratie. C'était des pierres extrêmement rares. On savait qu'elles étaient recherchées aussi en Inde, et elles ont tout de suite été identifiées comme objets précieux, extrêmement précieux, et pas simplement comme outil qui servait pour la gravure des autres pierres, puisque seul le diamant peut graver d'autres gemmes. Mais je pense que cette assimilation entre diamant et pouvoir date de l'Antiquité et a perduré tout au cours des siècles. Et je pense en effet que c'est très certainement les voyages des Occidentaux, des Européens en Inde, et le fait qu'ils aient décrit les cours tellement riches, qu'on lise les cours bahmaniques qui ont été avant les cours du Décan, avant les 5 sultanats du Décan, qu'on lise les récits des voyageurs qui admirent les sultans du Décan, ou tout simplement l'ambassadeur anglais qui décrit la parure de Jahangir. Ils sont tellement émerveillés par ce qu'ils voient, ils le rapportent en Europe, et évidemment nos rois ont envie de faire la même chose. Oui, je pense que si le Koh-i-Noor n'avait pas été tellement chéri des Indiens, de Ranjit Singh, de Nadir Shah, des Afghans, il n'aurait pas eu le même pouvoir symbolique en Angleterre. La reine Victoria n'aurait pas souhaité le porter autant et investir autant cette pierre s'il n'avait pas représenté un tel pouvoir auparavant. Tu dis qu'il y a des maléfiques. Est-ce que tu as des histoires comme ça de maléfiques? Oui, on a des histoires. Justement, le Koh-i-Noor, ce diamant, est réputé pour avoir porté malheur à tous ceux qui l'ont possédé. Et c'est vrai que quand on lit l'histoire de cette gemme, on a le livre de William Dalrymple et Anita Anand qui ont écrit il y a quelques années un remarquable ouvrage sur le Koh-i-Noor. C'est sanglant. Et c'est pour ça que quand Victoria reçoit ce diamant, il est décidé qu'à partir de ce moment-là, ce seront seulement des femmes qui le porteront et plus jamais les hommes. Et la dernière à avoir porté le Koh-i-Noor est la reine-mère, et il figurait sur son couffin. Et depuis, ce diamant est tellement source de conflits et il réveille tellement la question coloniale que plus personne n'ose le mettre. Et on s'est demandé si il serait sorti pour le décès d'Élisabeth II. Ce ne fut pas le cas. Charles, évidemment, ne s'en est pas paré non plus, ni Camilla. Enfin, il reste maintenant fermé à la Tour de Londres. Et il y en a d'autres d'histoires comme ça? Oui, le Hoop, mais là, je pense que ce sont plus des histoires construites. Oui. Le Hoop, en fait, parce que parfois, les malédictions, on peut penser, imaginer un quart de seconde que ça ne ferait pas vendre un diamant, mais au contraire, ça excite l'imagination. Les diamants de Golconde sont empreints d'un imaginaire extrêmement riche. Et on pense que c'est Jacques Cartier qui aurait inventé toute la malédiction du Hope pour le vendre à Evelyn McWalsh par la suite et créer une histoire incroyable. Et un autre joaillier qui était très fort pour inventer des histoires, c'était Harry Winston, qui a vraiment créé des légendes autour de certains diamants. Donc voilà, donc il y a toujours une part de mystère quand on parle de Golconde. Il y a une part d'incertitude scientifique très forte, puisqu'on ne peut pas déterminer l'origine scientifique d'un diamant, puisqu'il est formé de carbone. Donc à moins de connaître son histoire, d'avoir pu suivre les différentes étapes d'achat et des différents propriétaires, on ne peut pas authentifier un Golconde. Surtout quand on remonte au XVIe siècle, ça commence à devenir compliqué. Donc aujourd'hui, on le sait parce que ce sont des pierres qui ont été baptisées d'un nom, ce sont des pierres qui restent dans des trésors anciens comme le trésor d'Iran, ou bien ce sont des pierres qui sertissent ces objets d'art de cour. Et là, on peut savoir que ce sont des diamants indiens. Mais c'est vrai que sinon, ça relève de l'imaginaire et de la légende. On vient de parler des maléfiques, on vient de parler des bénéfiques. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement fasciné? J'ai une prédilection pour les diamants de Golconde rose très pâles, notamment le Darya-i-Noor, qui appartenait à Mohammad Shah, qui a perdu ce diamant lors du pillage de Delhi en 1739 par le Perse Nadir Shah,
qui avait mis bas à l'Empire safavide et qui l'a rapporté en Iran, où ce diamant figure toujours. Et c'est vraiment une pièce superbe d'un rose très très pâle. Il a été porté et choyé par toutes les dynasties successives d'Iran et aujourd'hui il se trouve à la Banque centrale de Téhéran. On a l'hortensia au Louvre qui est très beau aussi, en diamant rose très pâle, qui figurait sur la boutonnière de Louis XIV. On a pensé à un temps qu'il s'appelait Hortensia parce qu'il avait été porté par la reine Hortense, la belle-fille de Napoléon Ier. Or, ce n'est pas le cas et il s'appelle Hortensia de par sa couleur, tout simplement. Alors maintenant que j'y pense, le verre de Dresse, c'est un Golconde ? Oui, c'est un Golconde. Son histoire est attestée. Il a été trouvé avant même la découverte des diamants du Brésil. Et donc, c'est un Golconde. Est-ce que le Orlov, c'est un Golconde ? Oui, tout à fait. Exactement. Ce sont des diamants extrêmement anciens. Et par sa taille, justement, on a encore une taille moghole avec ce diamant en forme de dôme, avec des petites facettes sur le pourtour. Je ne l'ai pas vu en vrai, celui-ci. Et je rêve de le voir, mais c'est une merveille. Donc, ton livre s'appelle Les diamants de Golconde. C'est aux éditions Skira, en bilingue. Et il est sorti à la toute fin 2024 et 2025 à l'international. Moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, je te connaissais à travers Lady of Property. On s'est rencontrés la première fois parce que je donnais une conférence sur les diamants de la couronne de France à Bijorka. C'était notre première rencontre. Incroyable. Décidément, on n'en sort pas des diamants. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à tout ça ? J'ai repris des études de gémologie tardivement, après avoir eu mes enfants. De longue date, j'avais étudié l'histoire. C'est vraiment l'histoire qui me plaît le plus. Et la joaillerie est le prisme étroit par lequel je travaille l'histoire. Tu dis que tu es arrivée donc en joaillerie après tes enfants. Tu as fait quoi avant ? Alors, auparavant, j'ai travaillé dans la communication, dans l'industrie du luxe, et notamment dans les champagnes. Et j'ai repris des études de gémologie à l'Institut national de gémologie pendant 4 ans. J'ai travaillé pour Cartier pendant quelques mois et je me suis lancée ensuite à mon compte en créant mon site Property of Lady en 2016 et en travaillant parallèlement dans la presse. J'ai eu de la chance, ça s'est vite développé. Donc maintenant, on te trouve aussi en signature sur Beaux-Arts ? Oui, j'ai commencé Beaux-Arts très peu de temps après avoir créé mon site. En fait, j'avais écrit justement des articles sur les bijoux moghols et Beaux-Arts m'a contactée à cette occasion pour le hors-série de l'exposition Altani et je suis partie en Inde justement à ce moment-là. Donc, je travaille depuis 2017 pour Beaux-Arts. Maintenant, on ne peut plus te trouver à Paris parce que tu n'habites plus Paris. Non, j'ai quitté Paris il y a un certain nombre d'années. J'ai vécu un petit peu à Londres, à Dubaï et maintenant je suis à Riyad. Mais heureusement, le livre, on le trouve partout. Exactement, même à Riyad. Comme dernière question, puisque justement tu n'as pas un parcours linéaire, si tu devais donner un message inspirant aux jeunes femmes ou aux moins jeunes femmes d'aujourd'hui qui ont envie, comme toi, de rentrer en joaillerie, de parler de choses qui les passionnent, de faire des conférences, d'écrire et tout, qu'est-ce que tu leur dirais ? Quels conseils tu pourrais leur donner ? Je pense que je donnerais le même que je donne à mes filles. 2 choses. Suivre ses goûts, sa passion, si on en a une, c'est très important. C'est rare d'avoir de multiples passions dans la vie. Et la deuxième chose, c'est de travailler. Travailler. Oui, je pense que ça, on ne dira jamais assez. Souvent, oui, je pense qu'il n'y a rien qui ne se passe sans grand travail derrière. J'ai eu la chance de pouvoir suivre ma passion. Ça, c'est vrai que j'ai vraiment cette chance et je la dois à mon mari, de pouvoir vraiment faire ce que j'aime aujourd'hui. Mais quoi qu'on fasse, le travail est le mot-clé. Eh bien, merci Capucine. Merci beaucoup Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur ce podcast Brillante et en attendant, sur le podcast Le bijou comme un bisou en alternance avec le podcast Il était une fois le bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis, des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillants.